Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à Walf et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actu en 7. Actu en 7 a le plaisir de recevoir ce samedi Amadou Ba. Il est journaliste et rédacteur en chef du quotidien L'As. Bonjour Amadou. Bonjour Moustapha. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également avec Mame Gor Ngom. Il est le directeur de publication du quotidien La Cloche. Mame Gor, bonjour. Bonjour Moustapha. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'être avec nous ce samedi pour décortiquer, analyser l'actualité de la semaine. Une actualité qui reste dominée par cette crise que vit depuis quelques mois l'école sénégalaise. Les enseignants ont marché un peu partout à travers le Sénégal. Le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé la fin de la grève. Pourquoi? Parce que, dit-il, 4 des 6 syndicats qui composent le G6 avaient accepté de suspendre le mot d'ordre de grève. Mais que nini, la grève reste de mise dans la plupart des établissements scolaires du pays. Au même moment, les élèves sortent et manifestent leur colère. Des manifestations souvent réprimées dans la violence par les forces de l'ordre. Nous allons donc discuter de ces questions et si le temps nous le permet, nous évoquerons l'affaire Bolloré qui ne concerne pas encore le Sénégal mais qui touche la Guinée, mais également le Togo. Bolloré très présent au Sénégal, nous en parlerons et évoquer cette triste nouvelle avec le rappel à Dieu de Habib Faye, le bassiste du Super Étoile. Il a été inhumé ce samedi. Mais on commence donc, Amadou Ba, avec vous pour parler de cette actualité de ce samedi. C'est le préfet de Dakar qui a sorti un nouvel arrêté abrogeant celui de janvier déjà, qui interdisait la manifestation des organisations maçonniques à Dakar. À votre avis, comment analyser cette nouvelle décision de l'autorité préfectorale? Merci Moustapha, merci de nous donner une nouvelle fois l'occasion de décortiquer avec vous l'actualité, comme vous l'avez dit, politique et l'actualité nationale de manière générale. Je pense que pour parler de cette question, il faut d'abord replacer ça dans son contexte. Il se trouve qu'à l'époque, probablement, les autorités avaient répondu de façon épidermique à la pression populaire. Et maintenant qu'il y a eu une sorte de relax, ils ont décidé d'y revenir, ce qui est un peu quand même bizarre. Du point de vue de la perception, de la communication, je pense que c'était quelque chose qu'on devrait éviter. Si tant est, pourquoi alors ne devrait-on pas abroger également l'arrêté Ousmane Ngom? Oui, parce que si on écoute les explications du préfet de Dakar, ce qu'il dit, c'est que c'est pour revenir un peu à la normale, parce que c'était une interdiction, il faudrait revenir à la loi. Donc, ce qui suppose que l'arrêté Ousmane Ngom aussi, on peut faire la même chose. Oui, c'est justement parallélisme des formes pour parallélisme des formes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut souligner qu'il y a des maladresses qui s'accumulent à la tête au niveau de l'administration de manière générale. Parce que je pense qu'on aurait pu éviter de tels errements. Parce que nous sommes une société foncièrement religieuse. Et ouvrir la porte à la franc-maçonnerie, c'est même risqué. Il y a trop de risques. Je pense que nos forces de sécurité ont d'autres chats à fouetter que de, par exemple, assurer la défense de francs-maçons qui se réunissent ici, si tant est qu'il n'y a pas de Sénégalais, même s'il y a des Sénégalais qui le font. Mais je ne vois pas, puisque la société, les lois sont faites pour le peuple et par le peuple. Donc si le peuple s'oppose à des faits, je pense que l'autorité doit faire appliquer la volonté des populations. Donc dans cette histoire de franc-maçonnerie, il y a une nébuleuse, il y a énormément de zones d'ombre dans les questions qui entourent la franc-maçonnerie. De sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ne peuvent pas vous dire avec exactitude c'est quoi la franc-maçonnerie. Ce qui fait qu'est-ce qu'il y a dans les loges, et il y a énormément de rumeurs autour de cela. On parle de l'homosexualité, on parle de la sodomisation, on parle d'énormément de choses. Et puisque les FS, comme on dit, les francs-maçons n'ont pas décidé de communiquer pour clarifier cela dans l'opinion, les gens continuent à penser que c'est un secte, à fantasmer. Donc, c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui le refus épidermique à la limite des populations sénégalaises. Alors, Mame Gor Ngom, finalement, on peut dire que l'interdiction de janvier, c'était, comme le dit Amadou, juste pour calmer une colère, mais les autorités qui avaient interdit cette manifestation-là n'y croyaient pas du tout. Merci Moustapha. Je pense qu'il y a une célérité qui est douteuse. C'est que le fait d'interdire et de revenir sur une interdiction, bon, ça suscite beaucoup d'interrogations.
Surtout dans un contexte où les marches, les manifestations sont souvent interdites. Absolument. Bon, vous avez tantôt évoqué l'arrêté Ousmane Ngom, qui interdit des manifestations en centre-ville. Je pense que de la même manière, on pouvait revenir sur cet arrêté, parce que je pense que c'est beaucoup plus urgent. Parce que comme nous sommes dans un pays démocratique, où la marche, bon, on dit que pour marcher, on n'a pas besoin même d'autorisation, on fait une simple déclaration. Donc aujourd'hui, si on revient pour revenir sur une interdiction, ça pose problème. Ça aussi, il y a aussi le problème de la franc-maçonnerie, vu sous l'angle vu au Sénégal ou en Afrique. Bon, c'est une société, on parle que c'est une société un peu secrète. Il y a de nombreuses supputations autour de cette société secrète. Donc, ce qui pousse les gens à s'interroger, à dire beaucoup de choses, à faire des commentaires sur la manière dont ils vivent, dont ils vivraient. Parce que comme c'est secret, on ne sait pas exactement, avec exactitude, même il y a des ouvrages et autres, mais on ne sait pas avec exactitude comment ils vivent, qui est franc-maçon, qui ne l'est pas. Est-ce que la franc-maçonnerie est compatible avec les religions révélées et tout. Bon, je pense que ça pose problème. Absolument. Donc si le préfet revient pour lever une interdiction d'une marche, sur le plan de la communication, c'est un peu faire marche arrière sur des convictions, parce que nous sommes au Sénégal, c'est un pays de croyants, comme l'a dit tout à l'heure Amadou, un pays de croyants, une société religieuse, donc la franc-maçon est souvent vue sous le prisme de quelque chose qui est aux antipodes de nos réalités. Alors, le préfet dit également dans le journal L'Observateur qu'il ne s'agit pas effectivement d'une autorisation, comme on a pu le lire dans la presse, que le préfet a autorisé la manifestation des francs-maçons, mais il dit qu'il y a là une nécessité de sauvegarder les libertés publiques et de limiter une situation d'exception. Parce que pour lui, l'interdiction de janvier, c'était juste une situation d'exception. Oui, je pense que c'est... Je ne pense pas que ce soit une analyse véritablement approfondie de la situation, parce que rien ne presse. Il parlait de célérité. Évidemment, il y a un problème de célérité, puisqu'une situation ne se présente pas. Pourquoi ont-ils voulu revenir sur une question donnée? Ça donne un peu l'occasion aux détracteurs du régime de dire que le président de la République était allé en France récemment pour recevoir des instructions de ce sens, surtout quand on se rappelle que le Grand Orient de France avait fait une sortie au vitriol pour dénoncer ce semblant d'interdiction au Sénégal. Donc je pense que parallélisme des formes pour parallélisme, le préfet n'aura rien à gagner, ou alors l'autorité administrative de manière générale n'aura rien à gagner dans cette histoire-là, si ce n'est que d'entraîner l'impopularité du système, du régime en place aujourd'hui. Parce que pour vous, Amadou, s'il y a levée d'interdiction, c'est pas parce que le préfet l'a décidé comme ça de lui-même, mais c'est quelque part, il y a eu de la pression sur l'État du Sénégal même. Mais je dirais qu'évidemment, en interdisant lui-même, je pense qu'il a une grande expérience dans la gestion de l'État. Pourquoi alors avait-il jugé nécessaire de violer la loi en janvier? Oui. Parce qu'il dit que c'est une situation d'exception, c'est-à-dire qu'il avait violé la loi. Alors ça, c'est là que c'est léger à mon avis, dans la manière de faire. Je pense que ça va encore jaser, ça va créer des fantasmes autour de la question, alors qu'on aurait pu se passer de ces détails-là. Aujourd'hui, l'actualité, on n'avait rien à voir avec la franc-maçonnerie. Ça a été interdit, point barre. Et puis maintenant, le Grand Orient fait un communiqué, profère des menaces, on recule, on fait machine arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre indépendance doit être remise en question. Est-ce que véritablement on est libre? Est-ce que nos autorités qui nous gouvernent ne reçoivent pas certaines instructions, certaines injonctions de la part de la France? Je ne vais pas peut-être reprendre les arguments de l'opposition sur les réseaux sociaux, mais c'est exactement l'image que ça donne. Quand on met... Quand on caricature en disant par exemple que les présidents africains ne sont que des préfets de la France, effectivement, de telles situations peuvent accréditer la thèse selon laquelle nos autorités sont à la solde de l'Occident. Et puis, Moustapha, je pense que moi, il y a des questions aussi à se poser. Hein. Pourquoi ce besoin immédiat de se faire... Parce que là, la question que beaucoup se sont posées hier nuit, c'est qu'il n'y a aucun événement qui se prépare, en tout cas pas à notre connaissance. Pourquoi sortir ce nouvel arrêté dans ce contexte précis? Et puis même au niveau, pour les francs-maçons, pourquoi ce besoin pressant pour des gens qui étaient cachés, qui étaient
dans l'ombre. Oui, de sortir sous le soleil. De sortir, est-ce qu'ils veulent peut-être se montrer, avoir de nouveaux fidèles? Bon, ça, c'est des questions à poser à mettre sur la table. Pourquoi est-ce que c'est pas une provocation? Si on sait que les Sénégalais sont foncièrement contre la franc-maçonnerie, dans leur grande majorité. Même si beaucoup d'entre eux ne comprennent pas les vrais tenants et les aboutissants de cette frange d'une certaine société. Donc, si les francs-maçons jugent nécessaire de faire une marche au Sénégal, dans ce contexte, je pense que c'est synonyme à une sorte de provocation. Alors là, Amadou Ba a un angle d'attaque qui me paraît assez intéressant quand même, quand il dit que question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une pression des francs-maçons. Quand le chef de l'État s'est déplacé récemment en France, on se souvient qu'à l'époque il y avait une pression des organisations anti-francs-maçons au Sénégal qui avaient fait le tour du Sénégal pour rencontrer les chefs religieux, les sensibiliser, ensuite l'État a reculé. Est-ce que là on n'a pas envie de se dire que finalement l'État du Sénégal écoute plus ces organisations-là qui seraient un peu partout à travers le monde que les religieux sénégalais eux-mêmes? Ah, c'est fort possible, hein? Ça donne l'impression on a l'impression que l'État subit une certaine pression. Même parce que la franc-maçonnerie, bon, le berceau de la franc-maçonnerie, c'est là-bas, c'est l'Occident. C'est la France. Donc si par coïncidence, le président était parti là-bas, il revient, ils veulent organiser ici une marche, ils sortent un communiqué très salé pour dénoncer un certain comportement de l'administration et que le préfet lui-même revient sur cette situation. Je pense que ça pose, il y a anguille sous roche. Donc si c'est ça, parce qu'on ne peut pas le dire aussi de manière péremptoire, mais si c'est ça, ce serait vraiment un grand dommage. Un autre des inconvénients pour la démocratie sénégalaise. Il s'y ajoute que le président français qui a reçu récemment Macky Sall, Emmanuel Macron, lui-même, du temps de sa campagne pour la présidentielle en France, beaucoup disaient qu'il avait le soutien des organisations de francs-maçons. Est-ce qu'on ne peut pas faire le lien entre les deux? Bon, je ne le pense pas parce que bon, c'est connu, hein, la plupart des chefs d'État français sont soit au Grand Orient ou il y a une autre loge, la GFLN. Je pense que là n'est peut-être pas le problème. Le problème à ce niveau-là, c'est-à-dire que nos autorités sénégalaises ont peut-être le droit d'adhérer, de devenir franc-maçon ou d'épouser une quelconque obédience religieuse ou maçonnique. Le problème c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit tantôt, le principe c'est que la loi elle est faite pour le peuple et par le peuple. Et si le peuple, la voix du peuple, vox populi vox dei, si le peuple décide de ne pas accepter, de ne pas souhaiter la bienvenue à une telle société dans ces murs, je pense que l'autorité devrait faire fi et respecter ce désir-là. Alors, on sait que de manière péremptoire et de manière ferme, le président Macky Sall avait dit non quand le président Obama avait souhaité l'homologation de l'homosexualité au Sénégal. Donc, pourquoi une telle fermeté ne pourrait pas être reconduite dans cette question de réunion de francs-maçons? Parce que peut-être que cela se faisait de manière régulière au Sénégal. Les francs-maçons se réunissaient au Sénégal. Ça, c'est un secret polichinelle. Mais maintenant, il y a une manière... C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, l'information circule à une vitesse de croisière. Ce qui fait que dès l'instant qu'il y a eu que les gens ont été informés de la tenue de cette Assemblée générale, il y a eu une levée de bouclier de la part des populations. Alors, c'est ce qui peut-être explique aujourd'hui la pression autour des autorités. Moi, l'opportunité, mon problème c'est quoi? C'est qu'est-ce qui presse? Pourquoi l'ont-ils décidé maintenant? Pourquoi l'ont-ils abrogé maintenant? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait au lendemain de l'arrêté lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ont violé la loi? Alors, je pense que pour parler de gestion extrême ou de décision extrême, je pense que le pouvoir actuel est en train de donner une autre, de se donner une autre image
qui risque de lui être très préjudiciable. Oui, justement, parce que, Amadou, depuis toujours, quand on évoque ces questions-là, vous le disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des loges maçonniques. Souvent, quand on en parle, c'est pour dire tel de nos dirigeants et franc-maçon, tel ne l'est pas, sans pour autant pour pouvoir vérifier ces déclarations-là. Est-ce que là, avec cette décision du préfet, on ne va pas retourner dans ce même fantasme où on dira que tel l'est, tel ne l'est pas? C'est exactement ça le danger. Je pense que si, tel que cela se dit, la franc-maçonnerie, il n'y a rien de répréhensible là-dedans. C'est ça qu'ils disent dans leurs arguments. Je pense que Mamgour a lu le communiqué du GOD de France. Pour eux, c'est une société qui défend les principes de liberté, de laïcité et tout. C'est ça qu'ils disent. Pourquoi alors sont-ils une société secrète? Pourquoi ne faudrait-il pas, à visage découvert, expliquer les populations, les tenants et aboutissants de cette secte? Parce que il est vrai que des histoires de religion et autres, c'est personnel, mais dès l'instant que ça fait fantasmer, je pense que l'idéal aurait été que l'opinion puisse se faire une idée sur ce qu'il y a derrière cette secte-là. Et je suis convaincu que les Sénégalais étant très tolérants, l'exemple en atteste les relations entre musulmans, chrétiens et autres dans notre pays. Je pense que je ne verrai pas de problème. Parce qu'il n'y a rien de répréhensible. Il n'y a rien de répréhensible, il n'y a pas lieu de se cacher. Maintenant, c'est la faute justement aux francs-maçons-là qui ont laissé cette rumeur-là enfler, de sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire comprendre aux Sénégalais que la franc-maçonnerie n'est pas répréhensible. C'est à eux maintenant de nous donner les outils nécessaires pour nous permettre de juger la franc-maçonnerie. Et éventuellement, si tant est que ce n'est pas répréhensible, ils verront si leur objectif c'est d'avoir des fidèles. Dans le journal Vox Populi de ce samedi, il est écrit qu'au moins 27 organisations anti-franc-maçons vont se réunir en urgence. La question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Oui, c'est une question, mais aussi ça illustre assez une certaine... Bon, si le préfet juge que les francs-maçons peuvent marcher à Dakar sans problème, dans ce contexte, ça aussi, je pense que ça peut être une appréciation erronée. Dans la mesure où d'autres Sénégalais peuvent faire des contre-marches, et ça peut amener des troubles à l'ordre public. Absolument. Donc je pense que c'est ce qui avait poussé certains à le régime. Parce qu'à l'époque, ils avaient dit qu'ils voulaient faire la manifestation au Méridien Président, mais qu'il y avait, comme vous dites, des menaces de troubles à l'ordre public, justement parce qu'il y avait des Sénégalais qui voulaient manifester contre. Donc s'il y a des menaces de troubles à l'ordre public, je pense que l'autorité doit interdire. C'est ce qu'ils disent souvent, même la marche le 19 avril dernier, on avait avancé des menaces de troubles à l'ordre public, c'est pourquoi la manifestation a été interdite. Alors que je pense que c'était des Sénégalais, des hommes politiques sénégalais qui marchaient contre une loi, qui marchaient parce qu'ils avaient le droit de marcher. La marche et les manifestations sont inscrites dans la Constitution. Donc aujourd'hui, c'est curieux que le préfet apprécie les choses comme ça en disant qu'il va la marche va être faite. Il lève l'interdiction. Il lève l'interdiction et que à côté il y a d'autres Sénégalais, des organisations, 27 organisations, et peut-être il y a d'autres Sénégalais qui vont être sensibilisés et qui vont marcher contre ces francs-maçons. Donc aujourd'hui tout est une question de communication. La menace de trouble à l'ordre public, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et je pense que c'est risqué. Je pense que le préfet ou bien le pouvoir gagnerait à interdire cette marche. Sur le plan communication, ça passe mieux que de vouloir revenir sur une interdiction. Comme elle a été interdite, la marche a été interdite, tout le monde avait applaudi. Même ceux qui n'étaient pas d'accord n'avaient pas rendu public ça. Donc aujourd'hui, c'est ceux qui disent que le président ou l'État a agi sous pression, sous la menace des francs-maçons ou de l'Occident, peuvent avoir raison. Parce que rien ne presse pour que cette marche ait lieu. Alors voilà qui nous permet de passer maintenant à tout à fait autre chose. C'est la crise scolaire. L'État et les enseignants du Sénégal. Cette crise-là, elle dure depuis très longtemps. Les enseignants disent qu'ils avaient signé avec l'État du Sénégal des accords réalistes et réalisables. C'est ce qu'ils disent souvent, qui remontent à avril 2014. Jusqu'ici, ils disent qu'il n'y a vraiment rien de concret. Ils sont en
grève. Et Mamgour, il y a dimanche dernier une conférence de presse du ministre de l'Éducation nationale qui annonçait que 4 des 6 syndicats du G6 avaient accepté de suspendre le mot d'ordre. Et puis, paf, on a l'impression que cette sortie-là a aggravé la situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Serigne Mbaye Thiam fasse une telle sortie? Je pense que ça, le ministre n'a pas été, cette fois-ci, bon, souvent les syndicats le disent, il n'a pas été conséquent. Parce qu'il ne faut pas aussi se leurrer. Quand on fait certaines déclarations, il faut s'assurer de leur véracité. Absolument. Parce que tout le monde savait que c'était des déclarations en l'air. L'essentiel, je pense, ce qu'il doit faire, c'est de négocier directement avec les enseignants et leur tenir un langage de vérité. On ne peut pas revenir sur des accords. Parce que là, ce qui a étonné beaucoup de monde, c'est que le ministre lui-même, il dit « J'ai parlé individuellement avec les dirigeants des syndicats ». C'est ce qui est curieux. Je pense qu'à un tel niveau de responsabilité, on ne doit pas faire certaines déclarations et qu'on se trouve le lendemain que ce n'était pas vrai. On se rend compte que les gens se sont radicalisés, même s'il y a des syndicats qui ont accepté de lever le mot d'ordre. Je pense que la majorité est toujours en grève. Donc il faut... Même les syndicats qui ont accepté de lever le mot sont en train de le payer très cher parce que leurs militants sont en train de démissionner. C'est ça. Donc c'est pas par des manœuvres ou par de la désinformation qu'on règle les problèmes. Il faut tenir un langage de vérité. Il faut dire ce que l'État... Bon, l'État a sorti un communiqué pour aussi menacer des menaces à peine voilées, mais il faut tenir un langage de vérité. à l'acte puisque des ponctions ont été opérées sur les salaires. Je pense qu'on ne peut pas négocier, en même temps vouloir négocier et prendre certaines décisions qui sont à la limite impopulaires. D'accord. Alors, on reproche également au ministre Mamgour m'a fait passer le mot. D'ailleurs, il dit manœuvre. On reproche au ministre de l'Éducation nationale d'avoir cherché à manœuvrer parce que justement, il y avait des négociations avec des personnalités de bonne volonté, mais également avec Innocence Tamdiaye qui dirige le comité du dialogue social, qui avait un peu convaincu certains syndicats à suspendre le mot. Et que le ministre n'a pas voulu être en reste, il a essayé de faire ce qu'on appelle de la récupération et puis ça n'a pas passé. Exactement, c'est effectivement ce que nous avons tous appris. D'abord, quand moi j'ai reçu l'information selon laquelle Serigne Mbaye Thiam allait faire face à la presse, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un certain nombre de responsables syndicaux qui m'ont dit qu'ils n'étaient même pas au courant de cela. Alors, ensuite, après les investigations, je me suis rendu compte que, d'après justement ce que ces syndicalistes m'ont dit, c'est que il y avait des négociations assez approfondies avec le COSIDEP. Ensuite, vous avez parlé tantôt d'Innocence. Le ministère de l'Éducation nationale, de peur d'être dribblé, était un peu écarté de il était écarté et a voulu peut-être se rattraper en faisant une communication scandaleuse, il faut le reconnaître. De plus en plus, je pense que le problème de l'éducation nationale, c'est Serigne Mbaye Thiam lui-même. Il faut pas se leurrer, il faut dire les choses telles quelles. Depuis qu'il est là, ses compétences ne sont pas peut-être mises en doute, mais il a un problème de compatibilité d'humeur avec les enseignants. Absolument. Tu as l'impression qu'il les regarde de travers. Les enseignants disent qu'il y a un semblant de mépris entre lui et les syndicats. Je pense que le président, s'il est conséquent, il peut changer, il peut prendre un autre ministre de l'Éducation nationale pour mener le dialogue. Mais pour rester sur sa communication de dimanche dernier, on peut finalement dire que Serigne Mbaye Thiam est tombé dans son propre piège. Son propre jeu, et c'est ça qui est déplorable justement. Parce que d'abord, quand on est en grève, quand on négocie avec des gens qui étaient en grève, il faut donner le soin à ces gens-là d'annoncer les décisions prises. Comment un ministre de l'Éducation peut-il annoncer la fin de la grève alors qu'il n'est pas en grève en lui? Je pense qu'il peut communiquer sur les décisions que lui-même a prises en disant que nous avons décidé d'arrêter les ponctions ou bien nous avons décidé de faire des réquisitions. Ça, c'est son droit le plus absolu. Mais il n'est pas de son ressort de dire que la grève est terminée parce que il y a eu un accord avec les enseignants. Il devait laisser le soin aux enseignants d'annoncer la levée de leur mot d'ordre. Il ne l'a pas fait. Il a jeté du feu aux poudres. Et aujourd'hui, on vit une situation
de catastrophe. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on va droit vers une année blanche. Et je ne vais pas ménager également dans mon analyse les enseignants. Je pense que c'est légal. Sur le cas des enseignants. Alors, pour ce qui me concerne, je pense que le ministre de l'Éducation nationale, ce Serigne Mbaye Thiam là, il doit changer de département ministériel. Il a toujours géré avec vigueur et rigueur. Mais le ministère requiert un certain nombre de souplesse et de flexibilité. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les maîtres contractuels. Absolument. Vous avez vu avec la fraude, tout ça, ce qui s'est passé. Et finalement, ça s'est révélé d'ailleurs être du toc pour la plupart du temps. Parce que la plupart des gens qui avaient été sanctionnés ont été libérés. Et il a fait tellement de mal, même la fraude au bac, justement. Les officiers, les agents de l'office du bac qui ont été à l'époque épinglés, j'étais arrêté. Mais ils ont bénéficié de non-lieu. Donc il a créé tellement de tensions. Il a créé tellement de tensions que je pense que l'idéal aurait été qu'il change de ministère. S'il ne quitte pas le gouvernement, au moins que les syndicalistes aient une autre autorité politique avec laquelle ils peuvent s'entendre, ils peuvent communiquer. Mais la crise de confiance est telle que aujourd'hui les enseignants ne peuvent pas faire confiance à Serigne Mbaye Thiam, ni même d'ailleurs au gouvernement. C'est ce qui fait que quelles que soient les décisions prises, ils disent non parce qu'ils nous ont tellement embobinés que nous ne pouvons même pas leur faire confiance. Alors parlons un peu de cette tension-là, Mme Gorgom. Alors, les enseignants ont été à Tivaouane pour discuter avec le khalife général des Tidjanes qui leur avait fait la demande de lever, de suspendre le mot d'ordre. Ils avaient promis de consulter la base avant de lui revenir. Entre-temps, il y a eu la marche de Ziguinchor, violemment réprimée par la police, ce qui a ajouté à la tension. Alors, cette semaine également, les grèves ont continué. Il y a de bonnes volontés, comme Amadou l'a rappelé tout à l'heure, qui ont essayé de faire revenir les enseignants à la raison, si je puis m'exprimer ici. Mais c'est le moment choisi par le gouvernement pour opérer des ponctions sur les salaires. Est-ce que finalement, on n'a pas envie de se dire que c'est le gouvernement qui est en train de provoquer la tension? Oui, je pense que c'est une tension qui est provoquée. Et ça pose problème. Parce qu'on ne règle pas un problème comme ça. Au-delà des manœuvres, au-delà de cette tension entretenue, il y a une campagne de diabolisation qui passe difficilement devant l'opinion. Parce qu'on ne peut pas se lever un bon jour pour dire que les enseignants sont irresponsables, ils ne sont pas patriotes, ils font du chantage. Je pense que ça ne fait qu'exacerber la colère et que eux-mêmes, même si ceux qui voulaient retourner dans les classes, ils se radicalisent. Donc, le gouvernement a intérêt à changer de fusil d'épaule pour mieux apaiser la tension. Il gagnerait mieux à discuter, à gérer la question, parce que c'est une question assez sérieuse. Ce sont des accords qui ont été signés en 2014. Comme des accords avec le secteur de la santé. Absolument. C'était signé en 2014, c'était signé noir sur blanc. Donc il s'agit de respecter des accords. Et quand il s'agit de respecter des accords, on les respecte. Si on ne peut pas les respecter, on donne des engagements, on donne des gages que ça va se faire dans quelques mois ou bien dans un an, je ne sais pas. Mais vouloir dire qu'on a assez fait, parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Parce que là, quand on dit que le gouvernement a assez fait, on a l'impression que les enseignants demandent ce que le gouvernement ne peut pas faire. Alors qu'en réalité, ils ne demandent que ce qui avait été promis. Oui, c'est une communication défectueuse. Parce que pas parler à des gens et dire que le gouvernement a assez fait. On fait écrire ici et là que le gouvernement a assez fait et que ce sont les enseignants qui sont irresponsables, qui veulent des choses irréalisables. Je pense que ça pose problème. Donc il faut qu'on se dise la vérité, qu'on tienne un langage de vérité et qu'on avance. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est l'histoire, on a l'impression que l'histoire se répète. Parce que l'année dernière ou les autres années, à la même période, c'était la même chose. On finit, peut-être l'année ne va pas être... plusieurs années maintenant qu'on ne fait que sauver des années. On sauve des années. L'année ne sera pas blanche, mais bon, les élèves, et même les élèves qui vont dans les rues, qui manifestent, ils paient des pots qui n'ont pas forcément cassé. On parle des manifestations des élèves. Les gendarmes qu'on blesse, les forces de l'ordre qu'on blesse. Mais eux aussi, ils sont victimes. Donc je pense que tout cela, c'est de la responsabilité de l'État. C'est à l'État de mettre de l'ordre, de parler de manière sérieuse, avec une communication cohérente,
pour que les choses soient... Je veux d'abord revenir sur l'histoire des ponctions, que je trouve tout à fait normale. Parce que quand on décide d'aller en grève, Douralex, on ne travaille pas, on n'est pas payé. Ça, quand même, à ce niveau-là, je n'ai pas de problème par rapport à... Je n'ai pas de reproche à faire à l'État par rapport à ces questions-là. Là où on a véritablement problème avec la décision de l'État, c'est justement le fait... D'abord, quand il y avait les négociations en 2014, l'État avait dit qu'il ne prendrait des engagements que sur ce qu'il peut réaliser. Absolument. Alors 2014-2018, 4 ans après, ils n'ont pas réalisé ce qu'ils étaient censés réaliser. Ça, c'est un problème sérieux. Ça, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une crise de confiance. Si l'État veut véritablement avancer avec les enseignants, il n'a qu'à rétablir la confiance d'abord en respectant sa parole. Ce qui ne dédouane pas forcément les enseignants. Est-ce qu'au-delà vous parlez de problème de confiance en respectant la parole donnée, est-ce que Serigne Mbaye Thiam, lui, le ministre, est-ce qu'il constitue aujourd'hui un sérieux facteur de blocage? Je veux dire par là, est-ce que changer de ministre de l'Éducation nationale pourrait permettre d'apaiser la tension? C'est un minimum, c'est un pas à franchir. Ça peut ne pas régler ipso facto le problème, mais au moins il y a un pas. Rétablir la confiance, parce que si vous prenez un ministre qui leur parle véritablement, parce que c'est des responsables aussi, les responsables syndicaux, c'est des parents d'élèves, la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants comme le font nos ministres à l'étranger. Donc c'est des parents d'élèves, eux aussi sont fondamentalement victimes. Si on leur parle de responsabilité, on prend des engagements que l'on peut respecter, je ne vois pas pourquoi, je connais certains avec lesquels nous avons fait tous les classes à la fac ou autres, c'est des gens qui sont responsables. Maintenant, ils ne peuvent pas aussi se permettre d'entendre que le gouvernement est en train d'offrir 500 000 francs par mois aux épouses des ambassadeurs, que le président et que le gouvernement est en train de distribuer des billets de pèlerinage, que le gouvernement est en train de faire ceci, cela, et d'allouer 200 millions aux médecins, aux magistrats, 800 millions et autres. Mais forcément, ils ont le droit de demander la revalorisation de leurs citoyens et de leur situation. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils doivent obtenir tout ce qu'ils veulent. Eux aussi doivent comprendre que le syndicalisme n'est pas le jusqu'au-boutisme. Il faut penser aussi à l'avenir de nos enfants. Et je suis convaincu que lever l'obstacle de Serigne Mbaye Thiam, s'il y a un ministre qui est dans de bonnes volontés, qui est dans une bonne volonté de discuter avec eux, éventuellement, les syndicats vont accepter, vont lâcher du lest. Mais avec Serigne Mbaye Thiam, je ne vois pas, personnellement. Je pense qu'on s'achemine vers un cul-de-sac. Et ça va être préjudiciable à l'enseignement de manière générale. Et je trouve justement l'occasion de revenir sur cette question de l'éducation nationale, qui est une question très sérieuse quand on veut parler d'émergence. Un pays ne peut pas émerger quand le niveau d'études est lamentable. Un pays ne peut pas émerger quand il n'y a pas une situation de paix où les bailleurs de fonds qui nous prêtent de l'argent sont sûrs de retrouver leur vie. Un pays ne peut pas se développer quand la marmite sociale bout à 100 degrés et que rien ne marche. Je pense que c'est ça le problème. Il faut plus de sérieux dans la gestion. On a beaucoup parlé de Serigne Mbaye Thiam, mais on ne parle pas très souvent également de l'attitude des enseignants. Beaucoup leur reprochent d'être trop intransigeants. Est-ce que vous pensez que les enseignants font du jusqu'au-boutisme, comme dit Amadou Ba? Non, bon, moi je ne fais pas partie de ceux qui le disent. Parce que, bon, si on va vers des... Je pense qu'on a le droit, on a même l'obligation, un syndicaliste a l'obligation de mettre sur la table les vraies revendications, ou bien de mettre tous les atouts de leur côté. Je pense que ça ne pose pas problème. Mais pour une négociation aussi, il y a le fond, mais il y a aussi la forme. La forme, c'est le ministre et tout ce qui tourne autour, la communication, la manière dont il parle aux gens, la manière dont il décide d'approcher les enseignants, les différents acteurs. Je pense que tout ça c'est la forme. La forme, c'est d'aller voir le Khalife général des Tidianes qui fait un plaidoyer exemplaire, qui demande aux enseignants, parce que lui, à son niveau, il ne peut que faire ça, de retourner dans les classes et puis d'attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Je pense que tout ça, c'est la forme. Mais le fond, ce sont des accords. Des accords qui ont été signés depuis 2014. Des accords, si on signe des accords, c'est pour être respecté. Bon, on se rappelle,
il y a de cela, je pense, 2 ans, on avait même émis l'idée de radier les enseignants. Parce que là, on dit qu'il y a 10 000 enseignants qui sont menacés de radiation. Je pense que l'État n'hésiterait pas à le faire. 10 000. Ça, c'était assez... Peut-être c'est catastrophique. Une personne censée ne devait même pas sortir une telle idée, quoi. Parce qu'on fait souvent des parallélismes en disant que les policiers ont été radiés, mais à quel prix? Les policiers ont été radiés à quel prix? Jusqu'à présent, on est en train de payer. Jusqu'à présent, on est en train de payer. Alors, ils sont revenus. Donc, il faut, pour des négociations, il faut gérer la forme avec un langage sérieux, des éléments de langage qui plaisent aux acteurs, mais aussi dans le fond. Il faut que les gens soient sérieux, pas de menaces, pas de chantage, pas de menaces. Pas d'ultimatum sur c'est ça. Alors là, les enseignants, certains disent d'eux qu'ils sont trop intransigeants. Est-ce que, quelque part, l'enseignant, le syndicat, lui, il ne se dit pas que on a tellement donné à cet État, il y a eu tellement d'accords qui n'ont pas été respectés, on a fait tellement de grèves, ensuite on a reculé pour permettre à d'autres personnes de négocier, et l'État ne fait pas d'efforts, et que cette fois-ci, peut-être, ils se disent que ce sera la bonne, ça passe ou ça casse. Vous savez, effectivement, il faut reconnaître quand même que certains syndicats sont intransigeants. Je donne l'exemple du QSAMS. Le QSAMS d'Abdoulaye Ndoye. Il est radical, il est intransigeant sur la question de l'indemnité de logement. Ça, ils sont intransigeants là-dessus. Et je pense que c'est à ce niveau-là. Pour eux, ce n'est pas négociable. Non, pour eux, ce n'est pas. Apparemment, en tout cas, c'est ce que je comprends. C'est ce que j'ai ouï dire, qu'ils sont intransigeants. Pendant que les autres syndicats pensent qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits. Et je pense également que le syndicat de Ndoye devrait quand même comprendre que le syndicalisme, on ne peut pas obtenir tout d'un seul coup. Ils ont obtenu une augmentation de 25 millions. Ils n'ont qu'à d'abord avaliser cela et puis essayer d'obtenir davantage d'autres avantages. C'est tout à fait légitime. Les 25 000, c'est une bourse sociale, ils n'en veulent pas. Oui, mais ça veut dire que c'est ça justement le problème. Le syndicalisme, comme je le disais tantôt, n'est pas du jusqu'au boutisme. Il faut faire des concessions. Et puis penser, on est des patriotes, il faut aussi penser à l'avenir des enfants. Parce que l'État, là, le gouvernement, la plupart des ministres qui sont là, leurs enfants sont à l'étranger. Ils étudient là-bas. Ce sont les enfants des Sénégalais, des pauvres Sénégalais qui trinquent dans cette situation-là. Je ne suis pas contre le syndicalisme, je ne suis pas contre le fait d'aller en grève. Mais c'est important aussi qu'on trouve d'autres méthodes. D'autres méthodes de grève. Par exemple, la rétention des notes. Mais rester chez soi, sous prétexte qu'on est en grève, on exige. Ça quand même, je ne trouve pas ça aussi responsable. Alors, voilà qui permet de parler, vous l'avez vous-même évoqué, du cas des enfants. Alors, quand on regarde, Amadouba, les images de ces centaines de milliers d'élèves qui arpentent les rues des principales villes du Sénégal pour manifester, pour dire non à la grève, pour dire qu'il est temps que les enseignants retournent dans les salles de classe, pour mettre l'État devant ses responsabilités, est-ce que quelque part on ne se dit pas que là, on est véritablement assis sur une véritable bombe sociale? Mais absolument, on est... Déjà, le fait de laisser ces jeunes, ces enfants-là, ne pas aller à l'école, d'abord on affaiblit l'éducation, le système de l'éducation, mais également on va, comme tu dis, c'est une véritable bombe sociale. Je pense que l'État du Sénégal, aujourd'hui, ce qu'il lui incombe, c'est de rétablir le dialogue, parce qu'il faut dialoguer, il faut forcément dialoguer. Même les deux Corées qui se regardaient en chien de faïence se sont finalement retrouvés. Pourquoi alors le président de la République ne négocierait pas directement avec eux, reprenez les classes et puis on va vers des assises de l'éducation? Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un problème dans le secteur. Au-delà de revendications sociales des enseignants, le quantum horaire n'est jamais terminé et il est faible. Pourquoi 3 mois de vacances? Pourquoi eux seuls ont droit à 3 mois? Je pense qu'il faut revoir le système. Les vacances de décembre, c'est des questions qu'on doit se poser. Au Sénégal, par exemple, le système est élitiste. C'est un système élitiste. Il faut être brillant pour pouvoir aller à l'université. Tu ne l'es pas, tu es jeté après le baccalauréat, tu n'es pas orienté, tu es dans la rue, tu ne fais rien. Alors que le système devrait être revu et on devrait faire en sorte que ceux-là qui sont brillants dans telle matière, ce n'est pas parce que vous êtes littéraire, vous êtes brillant en mathématiques, que tout le monde doit être brillant en mathématiques. Vous pouvez être doué en mathématiques, moi doué en littérature ou bien en cordonnerie, whatever. Mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on capte, qu'on revoie ce système-là, qu'on puisse donner à tout un chacun le soin de faire éclore son talent là où il en a.
D'accord. Alors, Mame Gor Ngom, on parle des manifestations des élèves. Amadou Ba dit que c'est véritablement une bombe sociale. Et pour ne pas faciliter les choses, la police se met à réprimer ces manifestations d'élèves-là. Des bâtiments publics ont été attaqués par des élèves à Sédhiou. La mairie de Gandiaye a été saccagée. Des élèves ont été blessés, même à Thiès. Alors, comment expliquer cette attitude des forces de l'ordre finalement? Bon, je pense que moi, pour cette fois, je pense que... Elles sont victimes, les forces de l'ordre. Les victimes, les forces de l'ordre aussi sont victimes. Parce que, bon, souvent, elles ne peuvent pas rester. Peut-être c'est la manière dont elle agit qui pose problème. Mais elles ne peuvent pas souvent laisser des élèves saccagés. Ils reçoivent des instructions. Et puis, ce qui me réconforte un peu, c'est que la manière, le fait que les élèves manifestent pour dire que nous voulons étudier. Parce qu'il y a de cela quelques années, les gens... On anticipait les vacances. On anticipait les vacances. On était très contents quand on décrétait de 48 heures de grève, 5... Mais parce qu'à l'époque aussi, les grèves étaient rares. Peut-être c'est ça. C'est ça, bon. mais je pense que ça, c'est un peu réconfortant. Mais il faut que l'État et les enseignants fassent des compromis. Il faut des compromis. C'est le moment des compromis. Maintenant, le temps des compromis a sonné. Il faut que les deux parties fassent des compromis pour que les cours reprennent. Si l'État sait pertinemment qu'il ne peut pas respecter ses engagements, bon, il n'a qu'à utiliser le langage qui s'y est pour que les enseignants acceptent de retourner dans les classes. Parce qu'il y va de l'intérêt de toute la nation. Alors, pendant ce temps-là, les élèves manifestent, les policiers ne peuvent pas les laisser faire. Mais ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est qu'il n'y a pas qu'avec les élèves. Le 19 mars, on a vu l'attitude des forces de police qui ont rebellé et révolté beaucoup de Sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un sérieux problème de formation des forces de l'ordre sénégalais en ce qui concerne, je me répète, le maintien de l'ordre? Je pense qu'à la lecture de ce qui s'est passé quand même, il faut se poser cette question-là. Parce que, comme il l'a dit tantôt, je pense également que les forces de l'ordre sont des victimes. Ils n'ont pas demandé à être là. Malheureusement, ils reçoivent de l'ordre. Mais on ne leur demande pas de violenter les manifestants quand même. Ça, c'est pas un ordre. Ce n'est pas un ordre. Mais vous voyez également ce qui s'est passé à Ziguinchor. Je vois une vidéo qui passe où les policiers ont été encerclés. Ils ont été obligés de fuir. Vous savez, l'esprit de la foule, ça aussi il y a des conséquences. Ça ne les dédouane pas. Je pense que la formation aussi, elle doit être permanente. Une foule ne réfléchit pas. Et donc, si elle fonce sur des forces de l'ordre, si les gens ne détalent pas ou n'utilisent pas les moyens qu'ils ont, à leur disposition, le pire peut arriver. Donc je pense quelque part, c'est plutôt l'État qui doit prendre les dessus. Un État sérieux doit anticiper sur certaines décisions, sur certaines choses. C'est-à-dire que c'était évitable. Pourquoi attendre toujours que les choses empirent pour aller aux négociations? Dès l'instant qu'il y a eu un préavis, le préavis c'est 1 mois. Pourquoi en ce moment-là, il ne convoque pas les enseignants ou les syndicalistes de manière générale autour de la table pour discuter? Parce que tout compte fait, quel que soit, même la guerre mondiale, après Nagasaki et Hiroshima, ça s'est terminé autour d'une table. Pourquoi ne pas commencer sur ça? Maintenant, passer cet espace-là, revoir le système, comme je l'ai dit. Il faut régler d'abord ce qui est réglable, sauver l'année scolaire. Ensuite, appeler à des assises pour que le système éducatif de manière globale soit revu, pour qu'il n'y ait plus ces grèves cycliques-là. Parce qu'après, aujourd'hui, on leur accorde les 25 000. 2 ans, 3 ans après, ils vont reposer cela sur la table. On va encore aller en grève. Donc, je pense qu'il faut régler ça une bonne fois pour toutes. Régler ce qui est faisable et prendre date pour revoir tout le système et essayer. Parce que quand même, je pense que c'est réglable. Hein? Je pense que s'il y a un manque de volonté politique de la part de l'État du Sénégal, mais également les syndicalistes doivent apprendre à faire des concessions. Ça, je pense que si les deux positions-là sont conciliées,
on va peut-être sauver l'année scolaire. D'accord. Mais... Alors, Mame Gor Ngom, analysons maintenant cette actualité-là de la grève des enseignants sous l'angle politique. Est-ce que, en regardant les enseignants, leur colère, quelqu'un me disait qu'ils sont 120 000 pères de famille, les enseignants, la colère des élèves qui pour la plupart sont en âge de voter, surtout ceux qui sont déjà au lycée, est-ce que ces deux groupes-là, les enseignants et leurs élèves, ne constituent pas aujourd'hui la plus grande menace pour le pouvoir de Macky Sall sur le chemin de la réélection, par exemple? Oui, bien sûr, on ne peut pas se passer de cette analyse dans une année électorale. Je pense qu'en 2012 aussi c'était comme ça, juste avant. Il y avait une grande colère des enseignants contre le régime de Wade. Avant la présidentielle. Donc, le succès de Macky Sall dépendra de la manière dont il va gérer cette question. Ouais. Parce que les enseignants, c'est un vivier électoral énorme, avec leurs parents, leurs amis et autres. Je pense que 120 000 personnes, chacune nourrit au moins 5 personnes, ça te fait presque 500 000 électeurs. Hein? Donc, 500 000 pour une présidentielle, on est au deuxième tour pratiquement. C'est souvent aussi les États par l'expérience. Mais n'oubliez pas qu'ils ont aussi leurs syndicats. Hein? Oui, absolument. Ils ont aussi leurs enseignants. Donc, ce n'est pas systématique, quoi. Ce n'est pas systématique du tout. Mais souvent c'est ce que l'État comprend. Souvent, il pense que c'est du chantage, parce que c'est à quelques mois de la présidentielle. Donc, bon, souvent, les années électorales, c'est comme ça. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de doléances posées sur la table. Souvent, l'État analyse la situation comme telle. Et l'a dit à l'année électorale. Et c'est lié, justement. C'est souvent lié. Mais sur les faits, bon, il y a des choses à faire. Il y a des améliorations dans les conditions de vie des enseignants. Absolument. Il y a des améliorations, même au-delà des indemnités et autres. Bon, il y a toujours des abris provisoires. Alors, il y a toujours d'autres problèmes. Même sur les actes de nomination, les actes d'avancement. Et ça, par exemple, le Premier ministre avait pris des engagements. Forme là-dessus, mais jusqu'à présent, il y a des enseignants, rien n'est encore fait. Ça pose problème. Donc ça, quand même, c'est des questions concrètes sur lesquelles l'État a... Les conditions dans lesquelles les enseignants font leurs enseignements. Pour rester dans notre lecture, au-delà de l'indemnité de logement, l'analyse politique de la question Amadou Ba, est-ce qu'il n'y a pas là Mame Gor disait qu'il y a des choses à faire, hein? Est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité à saisir pour l'opposition? Parce qu'on n'entend pas très souvent l'opposition communiquer autour de cette crise de l'école-là, mais est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à saisir? C'est justement cette chance du président Macky Sall, ça il faut le reconnaître. Nous avons aussi une classe politique qui n'est pas conséquente avec elle-même, parce que on évolue, on communique de manière sectorielle. Et souvent sur des questions qui n'intéressent pas les populations. C'est pourquoi ceux qui ont tenté de faire de l'amalgame en faisant du 19 avril le 23 juin, pour la plupart, ils avaient tout faux. Parce que simplement, ce n'était pas une question d'intérêt national. Ce n'était pas une question qui engageait en tout cas la plupart du temps le peuple sénégalais. C'était une question qui engage des politiciens. Il faut le reconnaître, parrainage ou pas. Qu'est-ce que moi, mon grand-père qui est à Bidiankotola, a à faire avec ça? Non, absolument rien. Il n'y comprend absolument rien. Si c'était des questions, et vous voyez, c'est tellement sérieux, les enseignants, l'opposition fait dans la récupération, et c'est même récent. Aujourd'hui, même si Macky Sall tombait et que cette opposition-là arrivait au pouvoir, il y aura encore clash. Parce qu'à l'époque, le Benno Siggil Sénégal avait fait la même chose. C'était rapproché des enseignants. Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'opposition de surfer sur cette colère-là? Est-ce que ce n'est pas cela le rôle? Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de se préparer. C'est de faire une proposition concrète aux populations sénégalaises. De sorte que s'ils arrivent, ils ne seront pas confrontés au problème-là. Parce que ça, c'est politicien. Le fait de surfer sur cette masse de colère-là, c'est politicien. Ils le font, c'est de bonne guerre. Mais nous, en tant que Sénégalais, supposés afficher une certaine neutralité. Notre analyse dans cette question-là, c'est que l'opposition s'intéresse véritablement aux questions d'intérêt national. D'intérêt national. C'est-à-dire que le problème des enseignants, c'est un problème sérieux. Au lieu d'aller dire, oui, il faut accorder, parce que le président Wade n'avait pas accordé cela aux enseignants. Aujourd'hui, il est mal placé pour dire qu'on doit leur accorder ce qu'ils demandent. Donc vous voyez, ça, pour moi, c'est politicien. Vous avez tellement raison qu'entre, juste avant la présidentielle, le président Sall lui-même, alors candidat à la présidentielle, avait rencontré les enseignants, avait fait des promesses. Donc c'est pourquoi, pour moi, c'est pas ça. Ce qui est important, à mon avis, c'est que l'opposition
qui se positionnent comme une alternative puissent prendre des engagements devant le peuple, que s'ils sont élus, voilà ce qu'ils feraient. Alors, on a entendu Idrissa Seck dire, par exemple, que s'il est élu, lui, président de la République du Sénégal, aucun fonctionnaire ne pourrait être mieux payé qu'un enseignant. Il a dit, il a également dit que pour lui, il n'y aura plus de ministère de l'Éducation nationale, il va créer un conseil supérieur de l'éducation, comme sous le modèle du conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que finalement, bonne idée. La faiblesse, on verra ce que ça va donner. La faiblesse, on verra ce que ça va donner. Ouais. La faiblesse de l'opposition, ce n'est pas ce que dit Amadou Ba, c'est-à-dire que dans des contextes comme ça, faire des propositions concrètes qui puissent permettre aux enseignants de se dire que si tel est élu, le problème sera réglé, et non surfer sur la colère ou bien faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. C'est vrai que le talent d'un homme politique, c'est de savoir exploiter les opportunités. Absolument. Et de savoir exploiter les contextes. On peut exploiter les contextes à sa faveur, mais il faut le faire de manière réaliste. Honnête. Et honnête. Je pense que Idrissa Seck il a parlé de son programme. Je pense que c'est contenu dans son programme. Oui. Donc c'est tant mieux. L'autre jour, j'ai entendu Malick Gakou dire qu'il offre sa médiation. À travers son pass, il peut régler le problème de l'éducation. Donc je pense que si c'est considéré, on sait que c'est du sérieux. Mais il ne faut pas s'engager à faire des déclarations fracassantes. Mais est-ce qu'il est possible d'arriver à faire de telle sorte que l'enseignant sénégalais soit aussi bien payé que n'importe quel autre fonctionnaire? Parce que c'est ça la proposition d'Idrissa Seck. Oui, je pense que ça ne va pas être facile. Mais si je ne m'abuse, il y avait une réforme pour revoir le système de rémunération. C'était un audit. Oui, au niveau de la fonction publique. Ouais. Je pense que si c'est pertinent, on peut l'appliquer. D'accord. Rien ne nous empêche d'appliquer cet audit fait par des certains pays. Moi, je me félicite justement qu'il y ait pour la première fois un semblant de programme proposé par ces acteurs-là. Malick Gakou vient de nous proposer son pass comme une alternative au PSE. Le débat aujourd'hui, c'est que c'est programme contre programme. Est-ce que ce qu'il propose, c'est réalisable techniquement? Peut-être qu'on a des hommes assez outillés pour nous juger. Oui, Idrissa Seck a fait son programme, a fait une proposition dans ce sens pour ce qui concerne l'enseignement. Mais je pense que il faut aussi éviter les décisions populistes. C'est-à-dire que faire une déclaration simplement pour plaire aux enseignants dans un contexte précis, après ça peut se retourner contre lui. Et ça, c'est ça peut-être qui n'est pas sérieux. Mais s'il est vrai que véritablement il y croit et qu'il pense détenir les moyens de faire en sorte que les enseignants soient les mieux payés, et puis je pense que pourquoi pas, c'est l'idéal. Mais c'est pourquoi aussi il ne faut pas aussi que les gens, parce que l'histoire des salaires et des indemnités autres, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce qu'il faut probablement éviter, c'est de faire une comparaison par rapport aux élus. Eux sont là de manière temporelle. Ils sont là dans une durée un député à 1 300 000 pendant 5 ans. Un enseignant est plus utile ce qu'il met dans la tête de nos enfants. C'est pour 20-30 ans. C'est pour 20 ans, 30 ans qu'il obtiendra. Donc je pense que il faut faire. Il y a une réflexion à mener à ce niveau-là. Et comment on peut également être en sortant de l'école normale supérieure, avec tout ce que cela comporte comme mérite, et vouloir avoir les avantages d'un sortant de l'ENA, par exemple d'un contrôleur ou d'un commissaire aux enquêtes économiques ou d'un contrôleur des impôts, d'un inspecteur des impôts et domaines. Ça aussi, je pense qu'il ne faut pas que chacun puisse. Moi, je suis journaliste, j'ai décidé, il y a une convention qui régit le métier de journaliste. Je peux être meilleur que certains amis qui sont devenus des diplomates, mais ne pas avoir leur salaire. Toujours, peut-être que j'ai été quelque part meilleur que certains quand on était dans les classes. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'espace public. Ils sont mieux payés que moi. Ils ont choisi de faire l'ENA, ils ont réussi. Moi, j'ai choisi de faire le CECI. J'ai réussi. Peut-être que mon salaire n'est pas le leur. Il faut pas aussi que moi-même que je vois ce qu'ils gagnent par rapport à cela. Là où je suis d'accord avec probablement les enseignants, c'est quand l'État du Sénégal décide d'allouer des fonds à des gens qui ne sont véritablement pas utiles à la société. Parce que moi, ce qui m'écoeure le plus, c'est qu'on veut, par exemple, offrir des avantages à des conjoints
qui, au fond, ne sont pas utiles. Il y a un devoir d'explication. Il faut qu'on explique pourquoi, parce qu'on ne le comprend pas. C'est ça. Il nous reste très peu de temps. Je l'avais promis, on va évoquer ça très rapidement. C'est l'affaire Bolloré qui secoue l'espace politico-médiatique en France actuellement. On en parle parce que ça touche la Guinée-Conakry, ça a touché le Togo. Bolloré est présent un peu partout en Afrique. Mame Gor, est-ce que si on poursuit cette enquête-là, parce que ce qu'on reproche à Bolloré, c'est d'avoir financé les campagnes, peut-être la communication de candidats à la présidentielle et puis d'en tirer les dividendes. Si on continue cette enquête-là, un pays comme le Sénégal ne pourrait pas être touché. Oui, bien sûr. Mais d'abord, on s'en réjouit, hein. Ouais. On s'en réjouit parce que... Et puis, on se réjouit de la justice française. Ouais. Bon, au moins, là-bas, au moins. Il y a une justice indépendante, quoi. On ne reproche pas à la justice française de ne pas être indépendante. Au moins, ça c'est un acquis. Et je pense que ça, la justice, le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir parmi les trois pouvoirs. Donc, si un pays... C'est le pilier de la démocratie. Récemment, il y avait Nicolas Sarkozy qui a été placé en garde à vue. Aujourd'hui, c'est Bolloré. Je pense que ça fait plaisir. Ça fait plaisir que des citoyens se rendent compte que le milliardaire, le tout-puissant président, peut être victime de ses propres turpitudes. Oui, ça rassure. Et ça rassure. Si on pouvait avoir... On rêve, nous, on se d'avoir cette justice. Alors, il y a un texte du site de France 24 qui explique un peu les affaires de Bolloré en Afrique et qui dit, en citant le cas du Sénégal, que Bolloré avait donné à Abdoulaye Wade l'assurance de lui assurer sa communication, un passage dans le journal de 20 heures de Direct 8, je pense que c'est bien ça, c'est D8. Ensuite, 2-1 dans des quotidiens qui appartiennent à Bolloré, tout en espérant que Abdoulaye Wade allait lui donner le port de Dakar. Finalement, Wade a donné le port aux Arabes de Dubaï. Alors, est-ce qu'en lisant cette affaire-là, on ne peut pas se dire que si on poursuit dans cette affaire Bolloré-là, forcément, on parlera du port de Dakar? Je m'attends évidemment à ce qu'on parle du Sénégal, du port de Dakar, de Abdoulaye Wade et même de l'actuel régime, parce qu'il faut le reconnaître, il y a des imbrications. Tout est lié. Il y a un link entre tout cela. Les mêmes pratiques qui se font en Guinée, au Togo, se font ici. Absolument. La plupart de nos grands événements, ce sont des agents de communication qui quittent du groupe de Bolloré ou qui quittent en tout cas la France pour venir gérer ça alors qu'il y a des compétences. Absolument. Et aujourd'hui, avoir une interview dans Jeune Afrique qui, je pense que s'il y a 2000 exemplaires au Sénégal d'acheter, mais les gens préfèrent donner des millions à Jeune Afrique que de donner une page de publicité à l'Observateur qui est le journal aujourd'hui, le plus lu. Les gens nourrissent toujours ce complexe-là. Et évidemment, je m'attends à ce que dans les enquêtes qu'il y ait des ex-croissances et que ça atteigne effectivement nos pays. Vivement que ça ne nous atteigne pas. Mais il faut quand même s'attendre au pire parce que dans cette histoire-là, ce sont les mêmes pratiques. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent dans nos pays, ils nous font des propositions avec un groupe de communication qui est là, qui organise des événements, en contrepartie, et qui finance même parfois nos campagnes électorales, et en contrepartie, quand le président est élu, il est tenu de leur donner un certain nombre de parts de marché. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait à l'Afrique, malheureusement. 2 minutes, on va consacrer ces 2 minutes-là, Mame Gor Ngom, si vous le voulez bien, à rendre hommage à un grand homme, Habib Faye, bassiste ou ex-bassiste du Super Étoile, qui est décédé cette semaine et dont l'inhumation a eu lieu ce samedi. Finalement, Mame Gor, que retenir d'Habib Faye? Je pense que Habib Faye nous a marqué tous. Le Super Étoile, parce que le Super Étoile, quand même, c'est un grand orchestre, c'est un orchestre prestigieux. Absolument. Habib Faye était l'un des piliers de cette orchestre. On peut dire quand même c'est tout le Super Étoile, c'était lui. Parce que Youssou Ndour dit que sans lui, le Super Étoile n'est plus ce qu'il était. C'est ça. Parce qu'en un moment, c'est lui qui a mis quelque chose, qui a créé les fondements du Super Étoile. Et qu'aujourd'hui, la réussite du Super Étoile, c'est en grande partie. Donc si une telle personnalité, au-delà de ça, c'était un homme
très correct, très courtois, très discret, qui faisait son travail correctement. On ne l'a jamais entendu. Habib, on a l'impression qu'il n'a jamais été un people, par exemple. C'est ça, il n'a jamais été un people. On ne l'a jamais pris à défaut. Il était bien. Je pense qu'on ne fait que lui souhaiter le paradis céleste et que sa famille ait le courage de supporter cette douleur. Alors, Habib, c'est également cet homme qui faisait que beaucoup de jeunes Sénégalais qui écoutaient Youssou Ndour à l'époque, qui ne savaient rien des instruments de musique, se disaient parfois j'ai envie d'être bassiste parce que simplement on entend que la guitare basse du Super Étoile c'est Habib Faye. On ne savait même pas ce que cela veut dire, mais on voulait être bassiste. Ça montre un peu le talent de l'homme, ça montre un peu également le génie. Parce que beaucoup de témoignages, les témoignages sont unanimes pour chanter le talent, le génie de l'homme, la générosité de l'homme qui a aidé, même dans la plus grande rivalité entre des groupes. Lui, il a toujours servi d'interface, il a toujours travaillé, a toujours donné. Et vous avez tellement raison que quand il y a eu cette rupture entre Habib Faye, Djimi Mbaye et le Super Étoile de Youssou Ndour, on n'a jamais entendu Habib Faye dire un seul mot déplacé à l'endroit de Youssou Ndour. C'est vrai, ça montre un peu les qualités de l'homme. Et je pense qu'il a reçu l'hommage qui lui a été rendu par le peuple, par le monde de l'art et de la culture. Il le mérite ardemment et nous ne faisons, nous qui sommes encore là, que de croiser les doigts et de prier pour que Dieu l'accueille dans son paradis et que comme on dit, Barkem Destin Javodgi. Grand merci à vous, Amadouba, et ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien LAS et que vous étiez avec Mam Gorngom. Merci à vous, Mam Gor, le directeur de publication de la Cloche, les invités de ce numéro d'Actu en 7 qui est à présent terminé. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à Wolf et bien à vous.